Bonjour, bonjour à toutes et tous et bonjour à toi Pauline Vialet. Merci infiniment de me rejoindre sur cet enregistrement. Tu es psychopraticienne en Gestalt, tu es également formatrice en hypnose, stratégie et systémie. Et aujourd'hui, du coup, je suis ravi de t'accueillir. Alors, les auditeurs et si les gens nous regardent, ils verront que la qualité de l'image risque d'être un petit peu chancelante, mais on a vérifié, le son a l'air lui d'être de bonne qualité. Donc, comme c'est surtout l'écoute, je crois qu'on privilégie. On espère que l'enregistrement sera quand même de bonne qualité et utile pour nos auditeurs et auditrices. Est-ce que tu veux bien déjà confirmer que ce que je viens de dire de ta carrière est juste et ce que j'aime bien demander aux gens que j'interviewe, c'est s'ils ont eu une vie avant l'hypnose et l'accompagnement, de voir dans quelle mesure ça peut avoir une influence sur leur pratique aujourd'hui. Et puis je pense que ça nous amènera assez naturellement sur les complémentarités entre l'hypnose et la gestalt notamment. Mm. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, coucou Adrien, je suis super contente d'être là, je suis hyper désolée pour la qualité de l'image, c'est de mon fait, hein, ma connexion est pas géniale depuis le fin fond des Côtes d'Armor où on attend la fibre impatiemment. Euh, comment me présenter en quelques mots? Oui, effectivement, je suis gestalt thérapeute en gestalt thérapie du lien ou psychothérapie gestaltiste des relations d'objets, on va dire PGRO. Peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer ça plus en détail tout à l'heure. Je suis praticienne en hypnose depuis plus de 10 ans. On s'est formés ensemble, toi et moi, et formatrice en hypnose à l'Arche. Euh, voilà, je suis également superviseuse de praticiens en hypnose. Et j'utilise des enjeux que j'ai appris avec la Gestalt, c'est-à-dire les enjeux relationnels que j'utilise pour superviser les praticiens. Donc finalement, je fais pas tellement des supervisions techniques, mais c'est surtout des supervisions sur quels pourraient être les enjeux non vus qui font certainement relationnels ou même les enjeux personnels des praticiennes et des praticiens qui vont faire que les accompagnements peuvent parfois patiner ou pas fonctionner. Voilà pour mon parcours. Et puis avant ça, j'étais infirmière. Et donc déjà dans la relation d'aide, et avant ça encore, je viens plutôt du milieu artistique, du milieu de la danse et du spectacle. Voilà. Super, très efficace. Est-ce que, oui, on reviendra certainement sur la Gestalt et la PGRO parce que je pense que c'est trop intéressant et précis et puis utile pour les gens qui pratiquent l'accompagnement, notamment en hypnose. Euh, un des, euh, une des raisons de ces interviews, c'est aussi justement pour moi la prise de conscience que les éléments de cadre sur la pratique, pour les gens qui ne font que de l'hypnose, sont souvent assez légers. Et justement, dans la Gestalt, j'ai l'impression que ces enjeux de cadre, ces enjeux relationnels, de posture, sont vraiment très bien étudiés et fondamentaux. Donc, je pense qu'il y a plein de parallèles à faire. Juste avant ça, d'aventure, c'est une question comme ça un peu à la volée, mais est-ce que entre le côté artistique et ton métier précédent d'infirmière, est-ce que, est-ce que aujourd'hui, avec le recul, tu vois des liens ou des influences, je dirais, de ces premiers chapitres de ta vie professionnelle dans ta vie aujourd'hui? Oui, certainement. En fait, quand j'étais plutôt dans le milieu du spectacle, dans le milieu de la danse, j'ai surtout accompagné des gens dans le théâtre. J'accompagnais des comédiens et des metteurs en scène sur la mise en corps des personnages, l'occupation de l'espace. Donc finalement, on peut dire que j'étais déjà dans l'accompagnement. Hmm. Et ce qui est très étonnant, c'est que en me formant à l'hypnose, je me suis rendu compte que je faisais un peu de l'hypnose sans m'en rendre compte. Parce que je faisais danser des non-danseurs, j'amenais les gens à explorer la corporalité, le mouvement, la rythmique du geste. J'enseignais ça à des gens qui n'étaient pas du tout danseurs et donc j'avais besoin pour leur faire toucher, on va dire, la justesse du geste. J'étais obligée d'utiliser des images. J'étais ce qu'on appelle en hypnose les sous-modalités.
Et donc, tant bien que mal, comme je pouvais, ben, j'utilisais des images, des sensations. Donc, ça m'a passionnée de me rendre compte que bah, l'hypnose est partout, elle appartient à tout le monde et qu'on en fait parfois même sans s'en rendre compte. Et du coup, ayant conscience de ça, dans mon travail d'hypno, j'avais vraiment, j'ai aussi, comment dire, fait intervenir tout le côté artistique. Alors, pas du tout dans le sens formel, art-thérapie, etc., mais j'avais conscience qu'il y avait quelque chose qui appartient à tous, qui est de l'ordre de la créativité. euh, Comment aller réveiller la créativité de l'autre. Euh, voilà, donc mon parcours d'artiste a beaucoup coloré ma pratique d'hypno. Mmh. Le métier d'infirmière a aussi beaucoup coloré mon parcours d'accompagnante après. Je trouve que ça m'a... En fait, c'est ce qui m'a le plus plu dans le métier d'infirmière. Alors, les soins techniques et tout, c'est quand même très chouette, hein, c'est très sympa de savoir faire des soins techniques, mais là où je me suis vraiment dit que j'étais à ma place, c'était de découvrir la relation d'aide. Et ça, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, si tu veux, de vouloir plus précisément accompagner des gens dans un cabinet, assis dans un fauteuil, quoi. Génial. Et bah écoute, ça me paraît assez naturel. Dis-moi évidemment, si ça fait sens pour toi qu'on continue dans cette direction. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu as transité justement d'un métier d'accompagnement de soins, mais avec des soins techniques, à un accompagnement plus d'accompagnement, on va dire, psychosomatique ou émotionnel par la parole. Et du coup, ça va nous amener après sur comment tu as transité de l'hypnose vers la gestalt. Et donc ensuite, je te donne toutes les étapes, comme ça je te laisse te débrouiller ensuite. L'articulation, j'imagine qu'aujourd'hui, tu arrives à faire entre ces deux pratiques qui, on l'a dit, sont assez complémentaires, je crois, en tout cas. Oui, il y a une logique, mais je vais essayer de faire bref. Euh, Si tu veux, comme j'ai vraiment pris conscience que c'était la relation d'aide qui me plaisait beaucoup dans le métier d'infirmière, et puis aussi tout simplement, ben ça, je t'apprends rien quand je dis que les conditions euh, dans le milieu infirmier sont quand même vraiment difficiles. Euh, je me suis dit que j'avais envie de me tourner justement vers plutôt l'accompagnement psychologique et j'ai commencé à me tourner vers une formation assez courte, sans, donc l'hypnose, sans savoir vraiment ce que c'était en fait. C'est très Ok. étonnant, mais je suis arrivée presque là un peu par hasard, un peu par opportunisme en fait. Hein. C'est une formation courte, c'est des techniques simples pour apprendre aux gens à se détendre, quoi, tu vois. Donc j'ai mis le premier pas dans le monde de l'hypnose un peu comme ça, et puis là waouh, j'ai découvert ce que c'était que le paradigme ericksonien. Et c'est là je me suis dit, mais en fait, je veux me former et je veux me former beaucoup et bien. Et je crois que je vais plus être infirmière. Waouh. Donc ça a commencé comme ça. Et puis en fait, la gestalt, je connais ça depuis beaucoup plus longtemps parce que j'ai commencé une première tranche de thérapie, moi en tant qu'accompagnée, il y a plus de 20 ans, il y a 20 ans. Donc voilà, je suis d'abord devenue hypno parce que c'était une formation assez courte, etc., que j'ai cru que c'était une formation assez courte. Et puis, connaissant la gestalt, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, être assise dans un cabinet, accompagner des gens, euh, me tourner vers un métier de psychopraticien et un jour, je serai gestaltiste. Je me disais ça. Hmm. Sans la hypnose, hein, mais je me disais un jour, quand j'aurai le courage de reprendre des études un peu longues, etc., un jour, je serai gestaltiste. Et donc voilà, je suis revenue en fait à mes premières amours parce que c'est la gestalt que j'avais rencontrée en premier. Et donc, j'ai fini par passer le pas pendant le confinement. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant. Euh, je veux commencer à me former, c'est ça que je veux faire. Et, et voilà. Je ne sais plus si j'ai répondu à l'ensemble de tes questions. C'est mon job, ça, d'être vigilant de ça. En plus, je pose souvent des questions à rallonge et à tiroir. Donc, bah, déjà, si tu réponds un bout, c'est super. Et c'est déjà le cas. Donc, merci beaucoup. Euh, donc, tu dis oui, connaissance expérientielle de la Gestalt du fait de ton parcours personnel, presque par opportunisme, découvert de l'hypnose et du paradigme ericksonien
en mode waouh, on a des outils incroyables, il y a une vision de l'être humain et du changement qui sont quand même, c'est vrai, quand on découvre ça, on n'apprend pas ça à l'école, quoi, pas encore aujourd'hui en tout cas. Et en fait, ça t'a permis ensuite de revenir effectivement à cette philosophie gestaltiste. Euh, sur l'hypnose et l'hypnose ericksonienne, tu sais, il y a un adage dans le poker, notamment le poker Texas Hold'em, c'est une variante où tu n'as que deux cartes, et ils disent il faut 2 minutes pour apprendre le jeu, mais une vie pour le maîtriser. Je paraphrase de mémoire, mais c'est l'idée. Et j'ai un peu la sensation qu'en hypnose, il y a un peu de cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire que tu veux apprendre à faire de l'hypnose, des inductions. Euh, Somme toute, techniquement, c'est pas très élaboré. Il y a plein de. D'ailleurs, je recommande souvent aux stagiaires de faire ça, d'aller se former à l'hypnose ludique ou l'hypnose de rue, où souvent le schéma, c'est tu apprends quelques techniques sur une demi-journée, puis tu vas dans la rue, et puis tu hypnotises des gens qui sont volontaires. Et en fait, bah, les bons sujets, ceux chez qui c'est facile, ils ont finalement besoin d'assez peu de technique. Par contre, maîtriser l'hypnose, l'outil pour pouvoir accompagner, on va dire, beaucoup de gens, dont les gens chez qui c'est moins facile, et après utiliser l'outil pour promouvoir des changements, et parfois des changements dans des contextes de vie, des contextes émotionnels, relationnels très compliqués, là, moi j'ai l'impression qu'il y a même plusieurs vies de boulot, quoi. Donc c'est à la fois facile l'hypnose et en même temps c'est très ambitieux, et probablement que la Gestalt, toi, t'offre un cadre justement pour avoir plus de, je sais pas, de perspective ou de lucidité sur l'utilisation de l'hypnose comme outil dans un accompagnement. Nous, on a peut-être une malédiction du savoir là, parce toi c'est sûr, moi un peu moins, mais j'ai quand même eu une idée de ce que c'est que la Gestalt. J'ai d'ailleurs été moi-même suivi en Gestalt. Là, j'ai fini une séquence d'accompagnement en Gestalt il y a peu de temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu veux bien nous dire, voilà, en quelques mots, ce que c'est que la Gestalt, les grands principes? Et puis tu as parlé de PGRO, psychologie gestaltiste de relations d'objets, Gestalt du lien. Voilà, tu as apporté quelques précisions. Puis je pense que ça nous permettra après de bien voir les liens qu'on peut probablement tisser entre la Gestalt et l'hypnose. Mmh. Oh là là. Je t'avais Je dis prévenu, oh hein. là là Ouais. parce que c'est tellement vaste, et j'espère que je vais arriver à être synthétique pour, en parler simplement. La gestalt, c'est ce qu'on pourrait appeler, la thérapie du contact. C'est en fait, vraiment, du même bain, je dirais, le même bain que le paradigme ericksonien. Fritz Perls, le fondateur de la gestalt, connaissait, Milton Erickson. Heu, ouais, ouais, ils se connaissent. Ils connaissent également, Virginia Satir, tu vois? C'est ce bain, constructiviste, de Palo Alto, de foisonnant dans les années 60. Donc c'est vraiment à la base, le paradigme constructiviste, la gestalt. Et thérapie du contact, quelque chose Fritz Perls nous propose quelque chose d'original, c'est-à-dire que lui, il regarde comment les êtres rentrent en contact. Il utilise même un principe très, très simple qui est la rencontre, le contact entre l'organisme, ma physiologie, l'organisme, et l'environnement. Comment mon organisme rentre en contact avec l'environnement. Et à l'endroit du contact, c'est-à-dire ce qu'on appelle la frontière, émerge le self. Alors ça, c'est la grosse révolution peirlsienne, la grosse révolution gestaltiste, c'est que le self est interpersonnel et émerge à la Hmm. frontière du contact. Et c'est dans la rencontre, c'est à l'endroit du contact qu'émerge une figure, le self. Ça va? Super, juste parce que c'est à la fois lumineux et en même temps ambitieux. Donc le self, c'est une autre manière de dire la personnalité ou l'ego qui se structure dans la rencontre à l'autre, ou c'est encore autre chose? La personnalité, ça va être l'expression du self depuis mon bout à moi. Comment va s'exprimer ce qui émerge entre toi et moi. Donc finalement, c'est comment quelque chose peut prendre une forme, peut prendre une figure. C'est parce qu'il y a une rencontre, en fait. Tu vois, c'est en ça qu'on dit c'est une illusion que ce serait intrapsychique, Hmm. même si je suis tout.
et qu'émerge une figure quand je suis tout seul, c'est parce que je suis en contact avec mes représentations de l'environnement. Génial, donc on sort de l'illusion effectivement du côté très autodéterminé, intrapsychique, personnel, mais en fait ce que tu dis, ou en tout cas ce que tu partages de la vision de Peirce, c'est que, même cette vie intrapsychique, elle n'existe finalement que dans ces contacts, avec l'autre. C'est ça, avec le monde. Et donc, Peirce, dans son approche, nous propose de regarder comment est ce mouvement, comment l'organisme va rentrer en contact avec l'environnement, comment se déploie le mouvement. Est-ce que j'y vais plutôt en allant vers? Est-ce que je vais au contact plutôt en faisant rentrer à l'intérieur? Est-ce que je vais au contact en détournant? Tu vois, l'image qui me vient, ce serait ce que je vais au contact en te montrant juste mon épaule? Est-ce que je coupe parce que il y a comme un danger qui serait vécu à être en plein contact? Voilà, donc c'est ça que Peirce propose. L'idée, c'est ben, quand on va bien, en gros, ce serait ça l'idée pour le dire très basiquement, quand on va bien, on peut rentrer en plein contact avec le monde. Et puis, euh, il y a des modulations du contact et l'idée, c'est comment on peut se mettre à observer, à être en conscience du phénomène. C'est de la phénoménologie comme l'hypnose, hein. Comme je te disais tout à l'heure en off, c'est une approche phénoménologique. On va regarder l'expérience, comment tu rentres en contact avec le monde. Est-ce que tu modules la mise en contact ou est-ce que tu es en plein contact? Donc, on va amener la personne parce qu'on est dans le cabinet avec le thérapeute qui lui-même sait être en conscience, on va dire en gestalt en awareness, puisque le thérapeute lui est entraîné à regarder comment on rentre en contact, est-ce qu'on est en plein contact, est-ce qu'on le module, et puis il va amener le consultant lui-même à se mettre à observer le phénomène, à observer l'expérience et à être en conscience de comment il rentre en contact avec l'autre. J'espère que c'est pas trop nébuleux ce que je te raconte. Moi, tu me donnes un frisson. Alors, j'ai l'impression d'arriver à peu près à te suivre conceptuellement et j'ai l'impression qu'émotionnellement, ça répond aussi. Donc, je pense que c'est plutôt bon. J'espère que pour les gens qui nous écoutent et a fortiori pour les gens qui découvrent peut-être euh, ce, ce- 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 cet espace de la Gestalt. Euh, au pire, on invite évidemment tous nos auditeurs, auditrices. S'il y a des questions ou des choses qui méritent d'être précisées, n'hésitez pas en commentaire. Le but, là, on fait voilà, une interview, un enregistrement. Si ça aussi, ça peut être vivant. Voilà. Le but, c'est pas qu'on arrive à comment dire, des choses définitives entre nous et exhaustives. C'est plus voilà, qu'on défriche un peu tranquillement. Et bah, j'espère qu'il y aura quand même déjà des choses utiles. Puis si ça mérite d'ouvrir d'autres explorations, avec plaisir. Euh, et ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, et c'était une des raisons pour laquelle je t'ai sollicité pour faire cet entretien, c'est qu'effectivement, la pratique de l'hypnose, nécessairement, c'est une pratique humaine, c'est deux êtres humains. Je crois qu'il y a cette définition assez chouette. C'est une relation humaine chaleureuse dans laquelle deux personnes s'intéressent au bien-être de l'une d'entre elles. Je paraphrase de mémoire, mais un truc, je crois qu'Erickson a dit un truc qui ressemblait à ça. Euh, avec beaucoup de contacts. Et souvent, dans les formations en hypnose, c'est des choses qui sont pas du tout abordées. Il y a aucune lucidité sur tout ce que tu viens de nommer, d'être attentif à comment moi, en tant qu'accompagnant, j'entre en contact. Est-ce que je suis en plein contact ou est-ce que je module? Et est-ce qu'en face, comment l'autre vient dans ce contact-là, qui est le cadre finalement dans lequel après l'hypnose va peut-être pouvoir se jouer. Et si je tisse le fil, j'espère que moi non plus, je suis pas trop en arborescence, mais bon, tu me pardonneras si c'est le cas. En tout cas, tu rebondiras comme tu voudras, bien sûr. L'autre, les clients, les gens qui viennent nous voir, après, on fait un travail intrapsychique, c'est-à-dire qu'on les aide à mieux gérer probablement leurs émotions, leurs cognitions, leurs pensées, leurs ressentis, mais eux aussi s'inscrivent dans un environnement, dans des systèmes, dans des familles, dans des environnements professionnels. Et donc, et c'est là où je trouve que ce que tu fais est fascinant sur le côté au moins systémie, et je pense que ça rejoint très bien la Gestalt, c'est que, euh, pour faire simple, j'ai l'impression que l'hypnose, c'est souvent un outil plutôt intrapsychique. C'est-à-dire qu'on aide à moduler, à modifier comment on vit les choses. Et parfois, ça suffit à changer notre place dans le système. Le système évolue ou on change de système et ça fonctionne. Néanmoins, parfois, on fait partie d'un système et ça peut aussi engendrer des résistances ou des difficultés au changement. Et donc voilà, en tout cas, cette finesse et cette attention portée au contact et au lien et à comment on s'inscrit dans la relation, euh,
En fait, plus j'étudie et plus je parle, plus ça me paraît fondamental et aberrant qu'on puisse même presque transmettre des outils d'hypnose sans au moins avoir un éclairage sur l'importance de la relation et du contact, quoi. Moi, pas vraiment comment tu peux rebondir, mais... Ouais, 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 ben, j'ai quand même envie de rappeler que ces deux paradigmes, malgré tout, qui sont différents. Et donc, si on regarde le paradigme ericksonien depuis un paradigme gestaltiste, on va se dire c'est aberrant. Maintenant, j'ai quand même envie de défendre pour moi l'hypnose parce que c'est pas juste des outils. Il y a les outils hypnotiques, mais il y a tout le paradigme ericksonien euh, qui, qui s'il est regardé depuis l'endroit des gestaltistes, ben oui, il peut paraître délirant. Maintenant, Erickson a exploré euh, depuis un autre endroit. Et donc, en fait, ça entraîne une posture qui est aussi complètement différente et qui est valable et justifiée. C'est-à-dire que, alors pardon, je crois que je vais plutôt parler en images, mais tu vois, dans le paradigme ericksonien, j'aurais plus la sensation que le praticien, il est là pour, en effet, c'est une approche plus intrapsychique, il est là pour que la personne, il va proposer, comment dire, un cadre où la personne va pouvoir se mettre en contact avec elle-même. Tu vois, et c'est comme si, l'image que j'ai, c'est comme si, euh, dans la posture ericksonienne, on proposait une, une, un espace qu'on essaye de rendre le plus vaste possible, où on va se retirer et où on sert de contenant le plus vaste possible, où la personne va pouvoir rentrer en contact avec elle-même. Et c'est pour ça aussi que les outils de posture et les outils de relation sont pas tout à fait les mêmes, parce que c'est beaucoup plus possible dans ce paradigme-là, en tant que praticien, de se retirer et on a à veiller à être plus en retrait pour proposer un espace presque de silence où la personne va être en lien avec elle-même. Alors que dans la posture gestaltiste, pratiquement le seul outil qu'on a à portée de main, c'est la relation. On n'est pas en train de proposer un espace vaste et silencieux, on est là avec l'autre et on est en train de proposer comme une transe. Si je parle là à des praticiens en hypnose, ils vont me comprendre. On est dans une transe interpersonnelle où je me fais exister avec l'autre et je vais petit à petit amener du commentaire sur ce que je vis. Donc tu vois, je ne sais pas si c'est tant aberrant que ça, en fait, ce qu'on propose dans les formations en hypnose. C'est qu'on apprend, surtout pour des débutants, je pense que c'est très sécure et c'est très bien d'apprendre à se retirer, parce que c'est un énorme travail, en fait, de se faire exister. Bah, c'est tout un apprentissage très spécifique. Donc moi, ça me convient bien, en fait, qu'on apprenne à nos stagiaires à créer des espaces de silence où se retirer. C'est pas tout à fait le même, ouais, la même posture, en fait, tu vois. Je sais pas comment on va avancer parce qu'il y a tellement de richesses que j'ai 5 idées qui sont là en parallèle. Mais déjà, je suis très touché que tu présentes la formation en hypnose comme un apprentissage à se retirer. Euh, je partage plutôt ta vision et en même temps, j'ai l'impression que c'est une posture très active, l'hypnose. On va faire des choses, on va faire des suggestions, on va essayer de trouver même des stratégies de changement. Euh, Peut-être pour avoir, entre guillemets, de quoi stimuler la résilience chez l'autre, peut-être d'aider le système de l'autre à plus facilement se mettre en mouvement et trouver sa justesse. Donc, je trouve qu'il y a un peu deux extrêmes entre je ne fais rien du tout, je ne suis que contenant dans lequel l'autre vient découvrir qu'il peut changer. Enfin, c'est parfois un peu léger. Et puis l'autre extrême où c'est moi qui fais tout, je sais exactement où je dois emmener l'autre et je fais des suggestions directes de choses que la personne doit vivre. Bon, probablement que les deux extrêmes sont un peu excessifs. Après, aberrant, le mot était probablement lui aussi excessif. C'était cette idée, en tout cas, que l'hypnose prenant vie dans le lien,
j'ai trouvé surprenant avec le recul, avec 10 ans un peu plus de 10 ans de cabinet et bientôt 5 ans de formation, surprenant que cette notion de lien et de relation soit finalement si peu abordée, parfois même de manière presque mécaniste, avec des trucs de synchro, etc., euh, qui peuvent même desservir finalement je pense, la pratique. Donc moi, en fait, ce que je voulais surtout nommer, c'est comment les deux approches semblent très complémentaires. J'ai Mmh. je sais pas, j'ai un peu dans la tête encore des deux, trois trucs de définition qui me prennent un peu d'espace. Est-ce que ça te va si je te pose une ou deux questions, comme ça, je pense qu'on peut finir de bien préciser les termes. Euh, il y a l'idée de gestalt, je trouve que c'est un mot un peu bizarre. Alors, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mieux préparer l'entretien. J'avais en mémoire que c'était un mot allemand et que dans ma représentation, c'était l'idée d'un cycle qui se termine. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Est-ce que toi, tu sais pourquoi est-ce qu'on appelle ça la gestalt thérapie? Oui. Alors, j'ai pas fait d'allemand. Il me semble que Gestalt, ça veut dire forme, figure. Hmm. Et j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, c'est-à-dire comment des choses vont se passer dans le fond et où la Gestalt va permettre de leur donner une figure. Par exemple, justement, je rentre en contact en modulant le contact et comment je peux me mettre en awareness, petit à petit déployer ma conscience et donner figure à ce qui se déploie ici et maintenant. Que ce qui est implicite puisse devenir plus explicite, plus conscientisé. Gestalt, c'est aussi l'idée d'un mouvement qui prend forme, en effet dans le contact, dans un cycle de contact. Si je vais au contact, si je viens là à ton contact, exactement comme cette interview, bah, il y a avant qu'on se rencontre, et puis il y a le moment où ça se branche, donc il y a du pré-contact, et puis après il y a ouf, on rentre en plein contact avec là vraiment l'émergence de la figure complète, et puis après hop, on va vers, tout à l'heure, on ira vers un contact qui se termine, et hop, la séparation, la fin du contact, puis le post-contact. Donc, moi, ça c'est très technique, mais pour dire qu'en Gestalt, on observe ça aussi. Il y a quelque chose qui prend forme dans la rencontre, au sein d'un cycle de pré-contact, plein contact, post-contact, en gros. L'idée, c'est comment les modulations du contact peuvent générer justement des formes qui sont incomplètes. Si le plein contact, en fait, ne peut pas complètement avoir lieu parce qu'il y a des modulations au contact, la forme va être incomplète, le mouvement va être incomplet. Et donc, c'est ce qu'on va appeler en gestalt des gestalti inachevés. Donc, Hmm. pardon, hein, je mets un terme technique. Et puis, le Graal en gestalt thérapie, c'est comment on va achever des gestalts. On va retomber sur des gestalts, sur des mouvements qui ne trouvent pas l'issue, qui ne trouvent pas la sortie, qui ne trouvent pas dans un moment du cycle. À quel moment du cycle ça se passe? Bah, il y a un endroit où ça s'inachève, et puis du coup ça laisse des mouvements inachevés à l'intérieur. Voilà, et comment on va aller chercher à compléter des figures, achever des gestalts. Voilà. Super. Le fait d'avoir clôturé là, cet accompagnement Gestalt récemment, mon accompagnante a eu un rituel que je peux nommer d'ailleurs. Elle m'a proposé plusieurs cartes avec des dessins dessus, d'ailleurs des dessins de main, et de devoir en choisir un et d'expliquer pourquoi. Et c'est vrai que c'était touchant parce que c'est un petit rituel symbolique, mais finalement qui est très parlant. D'autant plus que en questionnant le sens que je mets à mon choix, du coup c'est très engageant et finalement je pense que c'est très hypnotique quelque part comme rituel. Et en tout cas, cette carte avec des mains, elle est visible quelque part dans mon salon. Et c'est vrai que parfois mon regard la croise et du coup je mesure en tout cas l'impact, je dirais, que ça peut avoir, puisque, et à nouveau ça rejoint ce que je disais sur les formations en hypnose, où je trouve que le cadrage est souvent flou, pour ne pas dire un peu inexistant. Je sais plus, mais je me rappelle au tout début, on m'avait dit oui, bah, tu fais entre 3 et 5 séances, quoi. Mais comment je choisis si c'est 3 ou si c'est 5? Puis parfois il en suffit d'une, puis parfois il en faudra 18. Et comment je termine?
Et effectivement, là, cette expérience, c'est aussi pour ça. Je pense que c'est une très bonne idée, au-delà de travailler sur soi et de nettoyer un peu je dirais, devant sa porte en tant qu'accompagnant, le fait d'être accompagné, d'être de l'autre côté du miroir, entre guillemets, de recevoir l'accompagnement et de voir comment un praticien, un professionnel en face, gère effectivement la prise de contact, le développement de la relation et puis cette clôture. En tout cas, moi, ça a été une expérience très enrichissante et je n'ai pas encore les idées complètement claires hein, sur comment peut-être structurer ça en hypnose. Euh, il y avait cette phrase, à nouveau, je crois que c'est d'Erickson, je mélange un peu les citations, j'espère que tu me pardonneras ainsi que les gens qui nous écoutent, mais cette idée d'être une ombre dans la vie de nos clients. Et j'ai un exemple Mmh. très concret pour parler de ça. Ma première cliente, elle venait pour avoir un bébé, ça faisait 3 ans et demi qu'elle était en PMA. Et du coup, on fait une séance, je m'en rappelle un petit peu, bref, et j'ai pas de nouvelles. Et 1 an et demi après, la personne qui me l'avait recommandé me dit, mais tu sais pas? Je dis, bah non. Je dis, bah, elle a eu son bébé. Et en fait, on a calculé, elle est tombée enceinte à peu près un mois après, après la séance. Et mon premier mouvement un peu égotique, c'est de dire, bah attends, quand même un petit faire-part de naissance, ça fait de mal à personne, tu vois. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit, mais cette personne, en plus, moi, je suis un mec et tout, mais j'ai du mal à me représenter, mais des enjeux de fertilité, même presque de sexualité, de couple, de féminité, enfin, il y a quand même, des enjeux vraiment massifs, très, très importants. Et si cette personne, ben, au cours d'une séance d'hypnose, elle arrive à, si tant est qu'en plus ce soit pas une synchronicité, bref, mais si l'hypnose a aidé, euh, qu'elle m'oublie très rapidement et qu'elle se concentre sur sa vie de maman et son couple et sa famille, c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour elle. Et là, la fin de contact n'a pas été, n'a pas été pensée, en tout cas, elle a été un peu subie. Et peut-être que parfois, ça pourrait être positif. Donc, je ne sais pas si les cas de la gestalt et de l'hypnose vont vraiment pouvoir vraiment se superposer absolument, ou s'il y a quelques zones de tuilage où les choses vont pouvoir se retrouver, et puis des éléments qui sont propres à la gestalt qu'on ne pourra pas utiliser en hypnose, et d'autres plus propres à l'hypnose. Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure euh, sur le fait qu'on est dans deux paradigmes différents. Et ça, c'est important de se souvenir que c'est pas les gestaltistes qui savent faire un truc mieux que les ericksoniens. Euh, c'est juste qu'ils ont un cadre qui est propre à leur pratique. Par contre, je crois qu'en effet, leur pratique les oblige à avoir un cadre euh, assez serré et que peut-être les Ericksoniens pourraient en apprendre quelque chose. Euh, c'est, voilà la subtilité que je pourrais amener. Et ce qu'il y a, c'est que, étant donné que notre outil, le seul outil qu'on ait, c'est la relation, et qu'on va relationner et qu'on va regarder comment on rentre en plein contact ou pas. Et que du coup, chacun petit à petit va se faire exister de plus en plus et on va rentrer en intimité. C'est quand même fort, quoi. On va rentrer en intimité, on va se dire des choses intimes, on va parler de comment on se sent avec l'autre. On est obligé d'avoir un cadre qui définit clairement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas. Parce que bah, on baigne dans ça, ça n'est que ça notre outil, c'est la relation. Donc, il y a hyper besoin d'un cadre hyper serré qui peut paraître même strict, dur parfois, parce que bah, il y a besoin de dire, on va pas se voir en dehors, on n'est pas copains, on va pas passer à l'acte de sortir ensemble, enfin, ou alors si on s'envoie un texto, c'est pour des raisons très précises et c'est un acte thérapeutique et ça a du sens dans la relation d'accompagnement. Euh, si on borde pas très précisément ce que ça n'est pas, alors ça peut générer beaucoup d'insécurité et alors, le plein contact ne peut pas avoir lieu. Parce que si mon client ne sait pas ce qui se passe, s'il ne sait pas pourquoi je lui dis que je suis émue, que je suis touchée, que je pleure, qu'il me manque, vous êtes parti en vacances, vous m'avez manqué. Si ça sort de nulle part et qu'il ne sait pas pourquoi je le dis, enfin, ça peut être extrêmement perturbant. Donc, nous, on est très au fait d'un cadre de... On va poser un cadre très précis parce que si on sait ce que ça n'est pas, alors dans ce que c'est, on va pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. Et peut-être effectivement que le paradigme ericksonien pourrait en apprendre quelque chose. C'est possible. C'est mon ressenti. Après, en plus, Erickson, alors,
Moi, je ne sais pas si je, m'inscris désormais uniquement dans un cadre d'hypnose ericksonienne, hein, personnellement. C'est en tout cas, mon hypnose est clairement d'influence ericksonienne. Je pense que c'est un des auteurs, les plus prolifiques, un des grands génies du XXe siècle, donc je renie pas du tout son héritage. C'est juste que, bah, lui, il a jamais fondé d'école, en fait, hein. Il fait pas d'hypnose ericksonienne, il disait: «Faites votre hypnose», et d'ailleurs, ce qui me semble, brillant et du coup, une forme d'humilité, alors que le type était probablement, vraiment un génie, en tout cas, vraiment une grande intelligence, de fond et puis aussi humaine et émotionnelle, de ce qu'on peut percevoir, hein. Il y a Thierry Melchior dans Créer le réel qui dit que le problème des biographies d'Erikson, c'est que ça tourne vite à l'hagiographie, la biographie des saints, quoi. Mais en même temps, il y a Mmh. tellement d'anecdotes, il y a pas de fumée sans feu non plus, donc c'est voilà, en tout cas pour dire que, lui, il était quand même psychiatre. Et c'était un bosseur, il connaissait, je pense, tous les courants de psychiatrie, il était aussi psychothérapeute, et donc probablement que lui, il avait aussi des cadres, qui sont pas toujours nommés dans sa pratique de l'hypnose et puis après comme un artiste de génie, comme Picasso, qui après on va pas parler de la vie, personnelle, mais au niveau artistique, qui ensuite va déconstruire les cadres, mais en connaissance et j'ai l'impression que, pour les gens qui se forment à l'hypnose, aujourd'hui, ou voilà dans notre dans une temporalité, je dirais, contemporaine, c'est souvent des gens, en tout cas, bah, c'était ton cas, c'était mon cas aussi, qui sont en reconversion, qui peut-être par leur histoire de vie ont des connaissances et des points de repère, mais qui peuvent aussi ne pas en avoir. Et en tout cas, j'ai l'impression effectivement, tu vois, ce que tu disais, ça paraît une évidence de dire on n'a pas de lien, enfin on n'a pas de relation avec nos clients, et cetera. Mais c'est finalement assez peu nommé. Je crois qu'il y a certaines écoles qui ont des chartes de déontologie et cetera. Je pourrais regarder dans quel niveau de détail ça va et quel niveau d'appropriation, et des syndicats aussi, quel niveau d'appropriation, les praticiens ont. Moi, mon souvenir et mon ressenti, c'est qu'on m'a un peu lâché dans la nature, en mode: «Bah, tu as des outils puissants, fais de l'hypnose et puis on voit ce qui se passe, quoi». Et en tout cas, je reboucle 1000 fois avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai toujours été, plutôt partisan de la liberté, tu vois? J'aime bien être créatif, quand je reçois un meuble à monter, je vais certainement pas regarder la notice, je vais commencer à le monter un peu intuitivement. Bon, mais ça a des avantages et des inconvénients évidemment. Et en tout cas, faire l'expérience du cadre gestaltiste, ça m'a fait faire cette expérience de la sécurité, de la contrainte, je sais pas, mais en tout cas du cadre assez clair et en tant que jeune papa, heu, j'essaye d'être le plus coulant, le plus cool, que mon fils soit le plus libre et qu'il explore au jardin d'enfants, il saute partout et tout ça. Mais quand il court sur la route, ça, c'est pas possible. Et Mmh donc mh. cette idée qu'un cadre clair, qui peut d'ailleurs parfois peut-être être négocié aussi, on a vu ça sur les annulations tardives de séances et que c'est les choses sont claires, s'il y a besoin de les négocier, on en discute, mais ça crée de la sécurité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'éducation. Donc j'ai l'impression que pour les gens qui ne font que pratiquer l'hypnose, parce qu'ils n'ont pas forcément, un autre outil ou une autre philosophie d'accompagnement qui elle est peut-être plus cadrée, eh bien, ça paraît un peu léger. Probablement un peu insécurisant pour les praticiens, praticiennes et du coup pour leurs clients, quoi. Ouais. Ouais, après il y a plusieurs choses qui me viennent quand je t'entends dire ça. Je pense que, l'hypnose, peut-être plus que d'autres pratiques, sont encore, peut-être empreints, du vent de liberté, qui a pris les années 60-70, qui a pris, le les postures sociétales, tu vois? Ce vent de liberté comme ça, de faire tomber les cadres, et qui a aussi pris, l'espace de thérapie. Les gestaltistes aussi étaient dans ça, hein. Quand tu regardes le travail de Pearls au tout début, et pas que en gestalt, même les psychanalystes qui se psychanalysaient les uns les autres et tout. Enfin, euh, tu vois, et la gestalt aussi était touchée par ça. On peut tous rentrer en plein contact, ce truc un peu 68 arts là, tu vois. Et je pense que c'est des restes de ça aussi qu'on a dans l'hypnose. C'est cet élan, ce grand vent de liberté, de on sort d'un truc un peu formaté, et ça a du bon. Euh, ça a du bon aussi, tu vois. Et je pense que c'est bien d'en revenir un peu, effectivement. On va pas tous se psychanalyser les uns les autres, ça c'est mon avis à moi. On va pas tous se théraper les uns les autres, on va pas faire la psychanalyse de notre gamin, on va se détendre un peu avec ça. Je pense, moi c'est ma croyance, qu'en effet il y a besoin d'un cadre, et que ça génère de la sécurité, effectivement.
Ça, c'est le premier bout de réponse. Je pourrais m'expliquer pourquoi il y a encore beaucoup de ça en hypnose. Et l'autre bout de réponse que j'ai, c'est peut-être comment les écoles, jusqu'à il y a peu de temps, je pense que c'est en train de changer, n'étaient pas encore peut-être suffisamment professionnalisantes. C'est-à-dire, mais je crois que ça change ça. En tout cas, dans l'école où j'enseigne, je vois que ça change. C'est-à-dire comment maintenant on a un cycle 1, un cycle 2, et comment c'est de plus en plus clair que le cycle 1, ok, on va t'apprendre des techniques, on va commencer à t'apprendre aussi la philosophie ericksonienne, mais t'es pas encore professionnalisé. C'est de plus en plus assumé ça par les écoles. Donc, l'apprentissage d'un cadre, justement des enjeux relationnels et tout, n'est pas là. Et puis après, si tu veux vraiment devenir accompagnant, ben là, on va t'amener des enjeux de cadre, de relations, euh, qui vont faire que tu te professionnalises et que tu peux vraiment commencer à sortir de l'idée d'être juste praticien, d'avoir appris une pratique, un ensemble de techniques, et puis aussi une forme de philosophie, mais aussi d'aller vers une vraie professionnalisation avec l'apprentissage, ben oui, d'un cadre, de limites, etc., etc., quoi. Et je pense que les écoles sont en train de maturer à ce niveau-là, sont en train de prendre conscience que, ok, le paradigme ericksonien propose une grande liberté qui nous est chère à nous, ericksoniens, et que comment on peut faire pour donner un cadre qui nous professionnalise, qui met de la sécurité, tout en gardant cet idéal de liberté, quoi. Je partage ton point de vue. Après, c'est en tout cas dans l'école dans laquelle j'interviens, on réfléchit beaucoup à ces sujets-là aussi. Donc, on est au moins deux sur ce terrain-là, et j'ose espérer que les autres acteurs sont dans cette même démarche. J'ai l'impression que c'est essentiel, hein, de toute façon. L'impression qu'il y a une tendance, comment dire, assez saine finalement aussi à à l'organisation, je dirais, de la profession. Même si en termes de pouvoir public et tout ça, ça risque de prendre encore un peu de temps. Euh, mais voilà, on fait quand même des métiers d'accompagnement justement non réglementés. Donc ça pose de vraies questions, et probablement que c'est la responsabilité des écoles et des praticiens de se structurer ou de se solidifier à cet endroit avant qu'un jour peut-être ce soit quelque chose de plus réglementé plus largement. Alors, je sais pas comment te poser cette question, mais j'ai l'impression que toi, du coup, tu as comme un socle, alors je sais pas si je le mettrais vers le bas ou quelque chose qui nous entoure, un socle gestaltiste d'attention au lien et à comment tu entres en lien avec l'autre. Tu as tout un pan d'hypnose où là, tu as de la technique suggestive pour aider l'autre à entrer en hypnose et peut-être dans l'hypnose, l'aider à promouvoir du changement. Tu as aussi une Mhm. vision, il y en a encore deux, hein. Tu as aussi une vision systémique, c'est-à-dire comment l'autre n'est pas un individu isolé, c'est pas juste de l'intrapsychique, le changement, c'est aussi comment ça va venir se jouer dans ces systèmes de couple, de famille, de boulot, etc. Et puis, il y a un autre outil, de ce que je perçois, qui est, si ce n'est la thérapie stratégique, en tout cas les interventions stratégiques. Euh, et tout ça, j'ai l'impression que c'est très complémentaire, et en même temps, ça mérite probablement d'être bien au clair sur qu'est-ce que je fais à quel moment, à quoi mes clients s'attendent. Alors, voilà, je ne sais pas trop quelle question te poser, si ce n'est quels sont peut-être tes trucs et astuces, notamment dans ta transmission quand tu es formatrice, quand tu formes des gens qui viennent plutôt se former à l'hypnose, mais en fait, ils viennent aussi avoir un éclairage systémique, stratégique. Et puis toi, tu es gestaltiste, tu ne peux pas ne pas l'être quelque part, cette attention au lien. Bon, voilà, tu m'excuseras, il n'y a pas vraiment de questions dans ma proposition, mais je te laisse rebondir un Ouais. peu comme tu peux et comme tu sens sur ces enjeux. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai juste envie de préciser, je n'ai pas la prétention de me dire systémicienne et puis stratégicienne. J'ai appris beaucoup, notamment grâce à mon collègue Olivier, parce qu'on animait cette formation ensemble d'hypnose stratégique et systémique, donc avec toute la partie relationnelle qui est vraiment ma came, je vais dire, et puis toute la partie stratégie systémique qui est sa came à lui. Donc Ok. il m'en a appris beaucoup et un peu plus que ce que je devais transmettre à mes stagiaires. Je m'autoriserai pas à dire que je suis une stratégicienne. Euh, J'en profite, maintenant, je t'interromps une seconde, juste pour dire à nos auditeurs auditrices que j'ai une bonne nouvelle, c'est que on a
l'idée d'organiser aussi un enregistrement avec Olivier. Donc voilà, Voilà, donc normalement, sa spécialité vous sera mise à disposition, j'espère, très rapidement. oui, oui, lui, c'est lui l'expert hein, dans le domaine. Et donc, si tu veux, en tout cas, systémie et stratégie, oui, je connais, mais là, pour le coup, c'est presque un peu réducteur. J'utilise des outils. Je vais utiliser des prescriptions de tâches, je vais utiliser certaines techniques. Tout d'un coup, hop, je vais me dire ça va m'être utile, mais c'est pas un paradigme que j'incarne pleinement, quoi, si tu veux. J'utilise certains outils ou alors certaines grilles de lecture qui tout d'un coup vont m'être utiles. Moi, mes deux gros piliers, c'est la Gestalt et puis Erickson, quoi. Euh, voilà, je voulais déjà dire ça. Très bien. Et, euh, et, et, et puis, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais pour être très sincère, euh, je crois que j'ai pas encore abouti une forme d'accompagnement de grande experte. Je vois aujourd'hui que j'ai ces deux piliers euh, qui sont bien plus que des outils. C'est je connais suffisamment ces deux paradigmes pour que ce soit pas simplement des techniques, que ce soit vraiment deux grands pans philosophiques qui drivent ma vie et puis qui drivent ma relation à l'autre et qui drivent mes accompagnements. Euh, c'est des philosophies complètes dans lesquelles on peut plonger. Et moi, mon grand rêve, c'est pas d'être gestaltiste avec des petits outils d'hypnose ou d'être ericksonienne avec un petit regard gestaltiste. C'est comment je pourrais vraiment complètement nourrir ma pratique de ces deux espaces extrêmement riches. Et très sincèrement, aujourd'hui, j'en suis pas encore complètement là, si tu veux. Waouh. Et c'est ok, ça me va. Je suis sûre, si tu veux, le paradigme gestaltiste est tellement subtil à intégrer que j'ai vraiment eu besoin de plonger dans cette pratique-là et d'être un peu puriste de cette pratique-là. Je ne vais pas commencer à être intégrative alors que je suis encore en train d'apprendre à être une experte, quoi. Donc aujourd'hui, je suis dans une pratique un peu clivée et c'est OK. Il y a des clients que je vais recevoir en thérapie brève hypnose. Il y a des clients que je reçois en psychothérapie gestaltiste. Donc tu vois, je sépare un peu les deux pratiques. Et puis les clients que je reçois en gestalt, c'est pas encore si fluide. C'est-à-dire, je leur dis, ah, ce point-là, il pourrait être bossé en hypnose. Donnons-nous rendez-vous pour la prochaine fois. Et puis, c'est la fois d'après, je les rencontre et on fait une séance d'hypnose. Ben, comment dire, c'est encore un peu apparent quand je passe de l'un à l'autre. Et en fait, j'assume ça. C'est-à-dire, je crois que ça va demander beaucoup de finesse et d'expertise pour vraiment être une thérapeute intégrative un jour. Génial parce que du coup, c'est vrai que ça m'a mis au contact et je suis en train de finir un cycle de supervision avec une superviseuse gestaltiste qui est hyper enrichissant. Ma difficulté, c'est qu'elle connaît pas assez l'hypnose et du coup, j'ai l'impression que parfois on a un peu des dialogues de sourds et donc je cherche quelqu'un. Ça aurait été génial que ce soit toi. Peut-être que ça peut l'être d'ailleurs, même si comme on se connaît par ailleurs, j'essaye de d'un peu cloisonner en tout cas ces espaces-là. Euh, euh, on avait eu un peu ce débat avec du coup ma superviseuse et je trouve que ce que tu exprimes est probablement une manière de le nommer un peu aussi. Euh, Nous, en hypnose, on est quand même assez interventionniste. En tout cas, on a des objectifs. Il y a des difficultés, les gens ils fument, ils veulent arrêter de fumer, ils stressent, ils veulent moins stresser, ils bouffent, ils veulent moins bouffer. Enfin, ils ont des enjeux, c'est précis, et ils veulent changer par rapport à ça. Et de ce que j'ai perçu des échanges avec ma superviseuse, j'ai eu l'impression que en Gestalt, ce serait plus un travail de fond de connaissance de soi dans la relation et dans l'acceptation par l'autre dans la relation, qui peut éventuellement permettre de faire de la mise en mouvement, mais même pas nécessairement, quoi. J'ai l'impression qu'on est plus dans une perspective de connaissance et d'acceptation plutôt que de transformation et d'évolution. Et j'ai aussi l'impression qu'il y avait une espèce de clivage entre un travail qu'elle semblait nommer un peu superficiel, tu vois, symptomatique, en fait, travailler sur un symptôme, versus un travail de fond, plus d'évolution de la personnalité. Je, je finis en 2 secondes. Je suis plutôt d'accord dans l'absolu. C'est comment dire, le distinguo qui me paraissait un peu extrême, c'est-à-dire que parfois, tu rentres par la porte du symptôme, et puis
ça peut t'amener à faire des changements importants. Et d'ailleurs, il y a aussi la notion de temporalité. C'est vrai que souvent, les changements de fond, ça prend quand même du temps. C'est rare qu'on change immédiatement, mais parfois, il y a des événements de vie qui font qu'on change très vite. Puis parfois, il y a tout un travail préalable qui fait que quand c'est le bon moment, ça change. Et puis parfois, tu peux travailler très longtemps à changer un petit bout de symptôme, donc un changement un peu superficiel. Donc à nouveau, fidèle à moi-même, je te balance une question qui n'en est pas une avec, avec 5 paramètres dedans. Donc je vais te laisser te débrouiller un peu. Et si je synthétise, travail de surface, un peu TCC qui peut être boosté par l'hypnose versus travail de fond. Et puis la temporalité des accompagnements et leur but. C'est-à-dire, est-ce que le but, c'est de changer ou est-ce que le but, en Gestalt, de ce que je comprends, c'est plus de se connaître et de mieux s'accepter? Mmh. Alors, je crois pas, à vérifier, mais je crois pas que la Gestalt affirme ça, que c'est un travail d'introspection et d'acceptation. Il y a c'est de la thérapie. Donc, que ce soit la Gestalt thérapie ou que ce soit la Gestalt thérapie du lien, la PGRO, c'est de la thérapie. Donc, on attend du changement. Et le changement ne vient pas que du changement de point de vue, que de l'acceptation. Il y a aussi l'espoir d'achever des gestalts inachevés, de donner forme à des choses qui étaient dans le fond et qui ne s'exprimaient pas de façon explicite, etc. Donc, de ce que moi j'en ai compris et dans la façon dont je pratique, je n'ai pas cette idée-là, je n'ai pas ce point de vue-là. Ça passe par un travail de conscience, ça c'est vrai. Mais de ce que j'en comprends, pas moins qu'en hypnose. Finalement, l'hypnose, qu'est-ce que c'est sinon une modification de l'état de conscience qui permet de changer de point de vue et de contempler ce qui se passe. Et parfois, c'est parce que je le regarde autrement que je me sens mieux. Donc, ce que tu dis de ce que tu as compris de la gestalt, je pourrais aussi le dire de l'hypnose, tu vois. Finalement, est-ce que Erickson n'aide pas à plonger dans, dans des enjeux qui ne sont pas vus et puis que je les vois autrement et donc je les vis autrement, tu vois. En tout cas, si c'est présent dans la gestalt, je suis pas sûre que ça le soit moins en hypnose. Je crois que dans les deux, il y a ça. Dans les deux, pour moi, il y a du changement. Clairement, il y a des choses qui vont changer, remettre du mouvement. Il y a cette idée dans les deux aussi, remettre du mouvement à un endroit qui est figé, animer des parts qui ne sont pas animées habituellement, découvrir des façons créatives de rentrer en lien avec le monde ou en lien avec soi. Dans les deux, il y a la notion de changement et aussi la notion euh, de mise en lumière, de mise en conscience et du coup d'acceptation. Ça, c'est un commentaire sur ce que tu disais. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu me disais, mais Si, si, tout à fait. Enfin, si, si, c'est une réponse. Euh, je suis sensible à ce que tu dis. Peut-être qu'une autre manière d'éclairer ce point-là, et en plus, moi, effectivement, je me fais le porte-parole d'une personne et je suis même pas sûr d'avoir vraiment bien compris ce qu'elle a pu vouloir me dire aussi, donc vraiment avec des grosses pincettes. Euh, euh, Qu'est-ce qui te fait déterminer ou quels vont être tes facteurs pour plutôt orienter thérapie brève hypnose, on va faire une ou quelques séances, versus un accompagnement en gestalt? J'ai l'impression qu'en gestalt, le cadre, c'est quand même plutôt volontiers, je dirais peut-être une bêtise, mais la temporalité, c'est plutôt 1 an, 2 ans ou 3 ans, plutôt qu'une semaine, 2 semaines ou 3 mois, quoi, en termes de temporalité de l'accompagnement. Toi, quand les gens viennent je sais pas si une personne vient avec, je sais pas, un arrêt du tabac ou quelque chose de peut-être moins évident, hypnose entre guillemets, quelque chose de l'ordre du stress des angoisses, ou peut-être même une envie de faire évoluer sa personnalité, quelque chose de fond. J'imagine, j'ai même pas vraiment vérifié, peut-être que sur ton site, il y a une forme de clarté sur les deux outils ou les deux paradigmes, peut-être même pas, t'as peut-être même pas de site, tu fais que du bouche à oreille, c'est possible aussi. Euh, voilà, quand quelqu'un vient avec une demande, toi, quel est ton process, peut-être, si tu veux nous éclairer là-dessus, qui va te permettre d'orienter, tiens, je vais plutôt aller dans cette direction ou dans l'autre, sachant que j'entends que tu es capable d'avoir un peu les deux en parallèle. je vais répondre un truc très bête, hein. C'est pas si réfléchi que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils me connaissent comme hypno et ils ont entendu parler de moi comme hypno. Et c'est ça qu'ils viennent demander.
Et si j'accepte de les prendre, alors c'est ça qu'ils viennent demander, c'est ça que je vais proposer. Je vais faire de l'hypnose. Si les gens viennent me voir pour de la psychothérapie, gestaltiste, c'est ça qu'ils viennent demander, c'est ça que je vais faire. C'est presque plus ça. C'est lié à la demande. Mais du coup, ça va rejoindre, je vais aussi donner un autre élément de réponse qui rejoint quelque chose que tu disais. C'est-à-dire que moi, je me raconte pas. Il y a deux choses que je me raconte pas. C'est d'une part que l'hypnose ericksonienne, c'est de la thérapie brève. Je travaille pas comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'assume. J'ai quitté la notion de thérapie brève. Alors, si les arrêts du tabac, c'est vrai, je peux les faire en une ou deux fois, voilà. Mais un gros travail de fond, moi, c'est ça que j'aime faire, c'est du travail de fond. Oui. Euh, et c'est vers ça que j'amène les gens, en fait. Voilà. Là, moi, les gens, même si, bon, oui, un arrêt du tabac, ok, mais des- un travail sur des peurs, sur des peurs relationnelles, euh, pour moi, ça va pas juste être une séance. Je suis pas orientée thérapie brève et ça, c'est ma marque de fabrique. Ça veut pas dire que ça va forcément être long. Peut-être que ça va prendre 3 mois, peut-être que ça va prendre 6 mois, peut-être que ça va prendre 3 ans. Mais moi, je suis pas tellement orientée thérapie brève. Donc ça, par contre, c'est ce que j'assume. Et pour moi, l'hypnose ericksonienne, c'est pas plus du, du symptomatique que la gestalt, en fait. C'est comment l'hypnose, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Les états de conscience modifiés, entre autres, permettent de rentrer très profondément dans des mécaniques non vues, comment ça peut venir rentrer directement dans des enjeux brûlants, quoi, on va dire. Et pour moi, ça peut faire un très gros travail de fond, ni plus ni moins que la gestalt, quoi. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Je dirais ça, quoi, que moi, j'assume que je suis pas orientée thérapie brève et que si on vient me voir, ça, par contre, c'est clairement dit dans le cadre. Sauf pour des demandes vraiment, voilà, je passe un examen, j'ai besoin d'arrêter de stresser ou je veux arrêter de fumer ou ok, je vais faire un arrêt du tabac. La demande, c'est pas de la thérapie. Comment je peux faire un arrêt du tabac qui, pour autant, n'est pas que du symptomatique, qui va peut-être commencer à ouvrir des petites pistes sur des enjeux plus profonds, mais qui va pas tout déstabiliser parce que c'est pas la demande de la personne. Ça, c'est très clair pour moi. C'est ok, je vais faire le lien avec des enjeux profonds, mais par contre, il faut qu'elle sorte du cabinet, en si possible en ayant arrêté de fumer et en étant sur ses deux pieds, parce que je vais pas aller parler des enjeux affectifs et tout si c'est pas sa demande. Mais voilà, moi, j'ai répondu de façon extensive, mais pour moi, l'hypnose, ça n'est pas un travail symptomatique. Bah, et c'est une des limites de l'accompagnement dans lequel je me trouvais, hein. C'est effectivement la connaissance de l'hypnose de cette superviseuse, puisqu'effectivement, probablement que sa vision n'était pas aussi fine que la tienne et que la nôtre, parce que je partage plutôt ton point de vue. Euh, D'autant une accroche symptomatique, l'arrêt du tabac, mais ça peut être n'importe quoi, peut nous amener effectivement à des enjeux beaucoup plus profonds. Et donc, en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que euh, toi, si tu identifies qu'il y a d'autres enjeux, tu vas plutôt pas les travailler, en tout cas, c'est pas toi qui vas prendre cette décision. Éventuellement, tu vas le nommer avec la personne, peut-être en étant la plus claire possible sur ce que tu peux faire avec un travail plus type TCC, on change les habitudes, on fait de la reprogrammation un peu bourrine, versus un travail plus de fond, d'évolution de la personnalité qui rendra le symptôme inutile ensuite. Je sais pas si ma manière de formuler le truc est claire. Ouais, à mon sens, ce qu'on apprend en cycle 1, enfin en tout cas dans les formations de base en hypnose, la détermination d'objectifs, elle est hyper bien foutue et elle n'est pas sur du symptomatique en fait. Comment elle nous apprend à partir du symptôme, à partir de l'objectif du client et à aller chercher l'objectif de séance si elle est vraiment bien faite, vraiment la DO telle qu'on l'apprend en X points, là, 7 points, je crois, peu importe. Si elle est bien faite et qu'on prend le temps à chaque étape, en fait, on quitte le symptôme et on va sur du structurel. On va sur des enjeux plus profonds. Et on quitte l'objectif de séance
pour aller sur des objectifs plus profonds. Donc, Ouais, ok, c'est un point de vue sur la déo. Je crois que je peux connecter. Je pense notamment à l'écologie, à des enjeux émotionnels. Ok, après, c'est vrai que moi, j'ai un petit truc avec la déo, la détermination d'objectifs, c'est que je pense que c'est un très bon protocole de changement. Ça vient de la PNL, hein, plutôt d'ailleurs. Ce sont de bonnes questions. Moi, ce qui m'a un peu déçu quand on me l'a enseigné, ou dans ma manière de l'apprendre, on va dire, ça a été que j'avais cru comprendre que c'était un entretien, c'est un guide d'entretien préalable. Alors qu'en fait, c'est un protocole de changement. Donc, si tu utilises la DO comme une série de questions pour pouvoir obtenir des infos pour structurer ton hypnose, il faut faire des séances assez longues. Parce que j'ai l'impression que faire une DO en moins de 45 minutes, justement, si tu veux prendre le temps à chaque fois d'aller au contact des émotions, c'est pas évident. Par contre, si tu l'utilises comme un protocole de changement, presque en hypnose conversationnelle, où sous couvert de prendre de l'information, tu fais bouger les choses, là, je te rejoins. Euh, ouais. j'ai plusieurs idées qui sont venues, puis qui s'échappent un peu, mais très bien, on continue d'être dans la fluidité. J'ai l'impression que tu as nommé à plusieurs reprises, j'espère que c'est pas trop décousu, mais tant pis, c'est pas grave, que ça fait sens quand même. La PGRO, donc la psychologie gestaltiste de relations d'objets, est-ce que, comme ça a l'air d'être quand même un élément assez précis de ta pratique, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il retourne? Ouais. Alors, c'est psychothérapie gestaltiste des relations d'objets. C'est dans les années 2000, Gilles Delisle, qui est gestaltiste et puis formé aussi, il est psychothérapeute, formé des, euh, à des enjeux psychanalytiques, etc., qui a réfléchi le socle gestaltiste. euh, et si tu veux, que je te disais tout à l'heure, comment en gestalt, c'est à la rencontre qu'il y a l'émergence du self, ici et maintenant. C'est aussi une thérapie de l'ici et maintenant. Et puis, lui, juste pour essayer de faire bref, lui dit, mais en fait, à l'endroit de la rencontre, c'est pas que interpersonnel. Il y a une révision de la théorie du self chez Gilles Delisle. Il dit, en fait, il y a des bouts intrapsychiques qui viennent pas d'ici et maintenant et qui viennent d'apprentissages plus anciens. Génial. Dans la façon de rentrer en relation, dans ma façon de moduler le contact, en fait, il y a des modulations du contact anciennes. J'ai appris à relationner avec le monde, avec mes premières figures d'attachement. J'ai appris le monde pour moi quand j'étais tout petit, bah, c'est mes figures d'attachement. Et donc j'ai appris, si par exemple, comme je disais tout à l'heure, ben, je te montre mon épaule pour rentrer en contact, c'est pas par hasard, c'est que j'ai appris à te montrer mon épaule. Et finalement, il y a des bouts du passé et il y a des bouts intrapsychiques qui se présentent ici et maintenant entre toi et moi, qui peuvent euh, participer, de continuer à ce qui est des gestalts qui s'inachèvent, des reproductions de ce qui s'est passé il y a 35 ans, qui viennent se reproduire depuis 35 ans. Et donc, Gilles Delisle remet un tout petit peu de théorie, il quitte le cadre purement constructiviste, il remet un peu de théorie psychanalytique, notamment les théories de l'attachement, euh, pour, euh, pour essayer de plonger dans la compréhension vivante. Hein. C'est pas juste une compréhension plaquée psychanalytique, c'est une compréhension, je te disais ça en off tout à l'heure, herméneutique, comment on va plonger dans l'expérience présente, la goûter, se mettre à la commenter dans le vivant pour découvrir qu'il y a des enjeux qui se reproduisent peut-être et pour aller en exploration, mais d'où ça vient, qu'est-ce qui se reproduit depuis 35 ans. En gros, c'est ça l'idée de la PGRO, et voilà pourquoi on parle d'un passage de la thérapie du contact à la thérapie du lien. On est dans l'ici et maintenant, dans le contact, mais on parle aussi de continuité. Toi, tu es quelqu'un de continu et tu viens avec des choses du passé, et puis, dans la thérapie, ça va aussi faire sens qu'on ne soit pas juste dans le contact, mais qu'on ait un lien continu, qu'il y ait une continuité du lien entre nous, qu'on ait conscience que notre lien se tisse et que le cycle de contact, il n'est pas juste dans la rencontre ici et maintenant, il est aussi dans la construction de notre lien affectif. Et comment la construction de notre lien affectif, certainement, est colorée par des bouts à moi et des bouts à toi qui viennent euh, oui, colorer, agrémenter ce qui se passe ici et maintenant. Voilà un peu l'idée de la PGRO.
Écoute, je ne sais pas si ça fera le même effet aux gens qui nous écoutent, mais moi, c'est lumineux et ça me donne aussi un frisson que j'ai souvent quand j'ai l'impression qu'on touche des choses avec justesse. Donc, merci beaucoup pour ça. Est-ce que si je mets d'autres mots dessus, est-ce que, ça signifie que ce serait, effectivement une évolution de la gestalt, initiale? Au départ, effectivement, c'est plus le lien, enfin le contact et ça vient introduire, les notions peut-être de transfert et de contre-transfert, ou si on prend le vocable hypnose, presque le côté régression et reparentage. Comment est-ce que, grâce à l'hypnose, on peut justement parfois aider, on va dire, les parties de nous qui ont fait des apprentissages à faire de nouveaux apprentissages et du coup à mieux s'intégrer dans notre système pour éviter que les anciens apprentissages se répètent, ad Ouais. vitam aeternam, quoi. Ouais. Waouh! Ça me touche que ce soit toi qui le formule comme ça, parce que c'est vraiment là que moi je vois le lien très puissant entre l'hypnose et la PGRO. C'est vraiment comment en hypnose, par exemple, tout le travail de régression, notamment l'homme de février, tu vois, où c'est, à mon sens, c'est presque un ouvrage PGRiste, quoi. C'est ici et maintenant, se passe des choses qui en fait se reproduisent depuis X temps et qu'il y a, sans que ce soit vu, sans que ça prenne forme, des régressions non vues qui en fait sont là. Et comment l'hypnose va permettre de les faire émerger, de leur donner une figure. Mais en fait, c'est une régression et c'est une émergence, une reproduction de quelque chose qui s'est passé il y a X temps et qui ne cesse de réémerger de façon non vue, de façon implicite. Et la PGRO, quelque part, il y a un peu de ça aussi. En fait, quelque chose se reproduit depuis tout ce temps. Et comment on peut aller à la rencontre, non pas juste pour donner du sens psychanalytique et froid et mort, enfin, tu vois, sans vie, quoi, mais plonger dans le sens que ça a, donner une figure sur ces régressions non vues, euh, euh, pour aller à la rencontre de ces gestalts qui cherchent à s'achever depuis tout ce temps. Et on va prise à nouveau et j'ai l'impression que et j'espère que notre échange y contribuera pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'est déjà le cas pour moi. Je pensais en faisant ces entretiens que ce serait surtout de mettre de l'information à disposition du plus grand nombre. Je me rends compte que j'ai probablement une démarche, un peu inconsciente, égoïste, de récupérer de l'info pour moi. Donc, voilà, merci beaucoup pour tout ça. Hem, heu Probablement qu'en ayant un peu bossé sur soi et en étant le plus lucide possible sur ces enjeux, ça va nous permettre et ce sera probablement très gestaltiste ou PGROiste, je ne sais pas si si on peut aller jusque-là, d'être très attentif à nos propres réactions par rapport à ce que le client amène. J'ai un cas qui me vient en tête comme ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, donc je fais pas trop long, mais d'une personne qui vient avec pas mal de systèmes d'auto-sabotage et cetera et qui rend du coup l'accompagnement en hypnose difficile puisque dès qu'il y a un peu d'hypnose qui marche, ça «sabote» entre guillemets ou ça interrompt. Et probablement que, j'ai enfin en tout cas j'ai senti chez moi, tu vois, une volonté ou pas une volonté, une forme de réaction émotionnelle en mode: «Mais tu vois, ça me saoule quoi, il me complique la tâche, enfin, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il vient, il veut changer, il veut pas changer, c'est quoi son problème? Et une fois que j'ai laissé passer un peu ce courant-là, de me dire: «Attends, évidemment qu'il veut changer, il est prêt à investir du temps et de l'argent, pour faire des séances d'hypnose». Pour moi, il y a pas vraiment de client résistant, hein, je suis plutôt d'accord avec Richard Bandler, hein, qui nous dit qu'il y a juste des thérapeutes, il y a 2 variantes, hein, il y a des thérapeutes incompétents ou des thérapeutes pas assez flexibles. Mais, j'ai l'impression que si tu vois les résistances comme l'expression de besoin, en général, ça désamorce ce concept et pour faire simple, cette personne venait jouer avec moi une structure de comment dire? De dévalorisation et d'échec et probablement que ma réaction, s'il avait su ma réaction de le rejeter, aurait continué de rejouer, la relation et le lien d'attachement qu'il avait vécu étant enfant. Et j'ai l'impression, donc à nouveau, on marche sur des œufs, on ne sait jamais trop, ce que font les gens et jusqu'où ils vont et voilà, mais que moi, en étant plutôt cool et curieux et tendre à l'endroit de son mécanisme, en mode: «OK, tu as un système de protection, pour l'instant, le seul truc qu'il sait faire, c'est qu'il coupe quand il voit que ça marche». Bon, mais parce qu'à une époque, tu te faisais tabasser quand tu prenais la parole. Du coup, et donc plutôt que moi aussi de taper sur le système de protection en étant finalement j'étais assez long, mais voilà, en étant dans l'accueil et dans l'exploration de son intention positive, bah, par petites touches, j'ai l'impression que ça lui a permis parfois de s'autoriser à vivre un peu plus, comme si les systèmes de protection qu'on ne rejette plus et qu'on accueille dans leur intention,
ont plus de facilité à pouvoir se mettre à jour. Si tu le rejettes, il va se tendre et il va faire ce qu'il sait faire, quoi, en gros. Heu, donc bah, je sais pas si tu as envie de rebondir, j'ai pas vraiment de questions plus là-dessus, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une justesse là dans le point de rencontre entre l'hypnose et PGRO à cet endroit-là. Ouais. Effectivement, ça, je crois que quelle que soit la pratique, en tant qu'accompagnant, ça va être des difficultés qu'on rencontre. Comment? Ben, alors moi, je suis pas, je vais dire un peu presque l'inverse de Bandler. Moi, ce que je dis aux gens à qui j'enseigne l'hypnose, désolé Bandler, mais en fait, évidemment qu'il y a des résistances. S'il n'y avait pas de résistance, il n'y aurait pas de thérapeute. Tu veux changer, tu changes, quoi. Et donc, d'où peut-on râler que ça résiste? Parce que c'est ce qui fait qu'on mange, quoi. Donc, C'est ce qui fait qu'on existe, tu as raison. c'est ce qui fait qu'on existe. Donc, et là, ben, quand on est en apprentissage et qu'on n'est pas encore un thérapeute expert, et c'est mon cas, je suis pas encore une thérapeute experte. Un jour, peut-être, quand je serai très vieille, ben, oui, on est tous aux prises, quelle que soit l'approche. On est tous aux prises à ça résiste. Et puis, ben, il y a certaines résistances chez nos clients qui nous mettent en difficulté, d'autres pas. Et puis, certains, oui. Certaines façons d'être en résistance qui vont me mettre en difficulté et qui te mettront pas en difficulté toi. Et puis, ben, je pense que de devenir expert, de travailler sur soi, d'avoir confiance dans la pratique qu'on déploie, fait que petit à petit, on va faire avec les résistances de nos clients. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, tu vois, typiquement dans l'exemple que tu donnes, j'aime beaucoup. En fait, tu es en train de dire comment tu t'es comporté en ericksonien, c'est-à-dire juste accepter ce qui est. C'est ça que j'entends, en fait. Tu me dis si je me trompe, mais c'est ce que nous apprend la posture ericksonienne. En fait, tout ce que tu proposes, y compris ce qui semble dire non, ben, en fait, c'est ça qui est et c'est OK, en fait. Et on peut respirer un bon coup, prendre soin de nous, et puis retourner en tendresse avec ce qui se passe et faire avec ce qui est là. Et en PGRO, c'est comment on amènerait tout doucement, je vais encore dire un terme de crocodile, mais en micro-graduant, avec tout un apprentissage technique qui nous permet de mettre en lumière que c'est ça qu'on fait ensemble. Tiens, ça résiste, c'est pas toi qui résiste, il faut qu'il y ait un contact pour que ça résiste. Donc, qu'est-ce qui émerge? Comment on peut être en conscience? Moi, être en conscience de oh, ça résiste et comment ça m'agit? Est-ce que ça m'agace? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça me fait fuir? Tiens, comment ça m'agit? Et puis, arriver à mettre ça dans le champ de manière graduée pour aider l'autre à petit être un expert aussi de ça. Mais tiens, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement qui commence à changer et puis tac, ça coince? Et comment on amène, là aussi en tendresse bien sûr, hein, et de façon technique et graduée et utile pour l'autre, à être de plus en plus en conscience que c'est ça qu'on est en train de faire. En fait. Tiens, mais et puis petit à petit, de mettre en conscience, c'est ça qu'on est en train de faire ici et maintenant. Mais est-ce que tu connais ce truc-là? Et puis en fait, dans ce qu'on est en train de faire ensemble, je suis qui pour toi? Est-ce que moi, ce que je vis, c'est ce que tu as l'habitude de vivre? Ou est-ce que moi, ce que je vis, c'est ce que tu as l'habitude de faire vivre aux autres habituellement? On va ensemble explorer, chercher du sens à deux pour explorer et mettre en lumière, donner une figure à ce truc qui ne marche pas, qui bloque, qui résiste. Tu vois? Écoute, j'ai plein de waouh, donc merci. Tu veux bien nous redire le terme que tu as utilisé? Micro-bladulé? Micro-gradué. Micro. Micro-gradué. OK, OK, ça fait plus sens. Oui, parce que l'idée en Gestalt, c'est comment je vais dire ce qui se passe pour moi en tant qu'accompagnant. Mais là, je vais dire un truc beaucoup moins pro, du coup, l'idée, c'est pas de te refiler la patate chaude. Ah bah voilà, ça résiste et je m'agace. Bah, l'autre, qu'est-ce il va juste culpabiliser ou être tétanisé ou ah bah voilà, comme d'habitude, c'est Mmh. toujours ce qu'on me fait peur. Enfin, donc l'idée n'est pas de lui refiler la patate chaude, c'est comment on arrive à graduer pour arriver à mettre dans le champ de façon utile, efficace,
tendre, euh, ce qui va pouvoir servir à l'autre et faire le petit pas de plus dans ce travail de mise en lumière. C'est peut-être un autre, apprentissage, enseignement ou une autre force de la gestalt pour les hypnos, justement probablement l'attention que vous avez développée sur, comment je nomme ce qui se passe pour moi. Parce que c'est effectivement la question, il y a comment dire ça? Je crois que l'essence, mais c'est pas facile à faire, c'est si je nomme quelque chose de mon expérience, que ce soit de mon expérience de lycée maintenant ou quelque chose de mon expérience passée, parce qu'on sait qu'en tant qu'hypno, ben, on va souvent parler de cas de clients précédents et cetera, qui peuvent être des évocations pour aider à assouplir les systèmes et nourrir la résilience de nos clients et en tout cas, pour moi, l'intention, elle est claire. Le but, c'est que ce soit au service du client. Un thérapeute qui raconte, pour se la raconter, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et ce serait probablement pas au service du client et même assez dangereux pour les clients. Hem et je est-ce qu'il y a dans ton étude de la Gestalt, dans ton apprentissage, est-ce que c'est peut-être du micro détail, mais, cette manière de nommer les enjeux du thérapeute dans la relation, est-ce que c'est vous avez des outils particuliers pour, pouvoir déterminer: «Tiens je parle de ça au service de mon client» ou «Là, je parle de ça au service de, je sais pas, de mon ego» ou ce genre de choses? Bah, c'est 6 ans et demi d'études pour apprendre à faire ça. J'adore. Et ouais. Désolée, mais Non, non. c'est pas un tips ou des petits outils. C'est en fait, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu du paradigme gestaltiste et c'est tout l'enjeu de ces longues années de formation. C'est être en conscience de ce qui se passe dans mon contre-transfert, c'est-à-dire dans ce que je vis au contact de mon client et de parvenir à faire le tri entre ce qui est à moi, à lui, mes enjeux pourris et puis, ce qui pourrait me raconter des choses sur le client et notre relation et parvenir à les mettre dans le champ. C'est beh, oui, c'est tout le contenu de ce Mmh. long parcours, d'apprentissage, en fait et c'est pas simple et ça s'improvise pas. Génial. Donc, écoute, je vais rester en tout cas à ce stade avec, mon intention, que mes partages soient au service de mes clients et puis un maximum de vigilance. Dans un monde idéal, ça fait vraiment partie des formations que je veux faire. Bah, j'apprends que le monde idéal est souvent un peu décalé du monde réel, mais arriver à faire en sorte que qu'on puisse nourrir l'un avec l'autre. On va pas tarder à se rapprocher de la fin de notre entretien. Hem 2 peut-être dernières questions. Une, assez précise, j'aime bien demander aux gens que je fais intervenir, si jamais ils ont un conseil ou une idée, pour des gens qui sont en train de se former ou qui pensent à le faire, ou peut-être pour des gens qui sont plus avancés, qui ont déjà, je sais pas, quelques années de pratique derrière eux. Voilà, s'il y a peut-être quelque chose qui, toi, t'a vraiment libéré ou qui t'a peut-être manqué au début ou qui t'a vraiment aidé par la suite. Et puis je te prépare pour la deuxième question, c'est si jamais il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose, ou s'il y a un point qui aurait mérité qu'on en parle et qu'on n'en a pas parlé. Comme ça, voilà, si tu as quelque chose qui te vient de l'intérieur, ce sera probablement une super manière de finir l'entretien. Mmh. Bah, je peux répondre à la deuxième. J'ai rien qui me vient. Je te remercie parce que tu m'as posé des questions, qui m'ont, qui m'ont, comment dire? Activée, qui m'ont plu et je vois rien de spécial à ajouter et je te remercie pour ça. Maintenant, si j'ai un conseil à donner aux praticiens, en cours de formation ou experts, ceux qui débutent, je pourrais avoir envie de leur dire de se renseigner si c'est pas assez donné dans leur école, de se renseigner sur le paradigme qu'ils explorent. C'est-à-dire, vraiment, je vois des praticiens qui ne savent pas que l'hypnose, c'est constructiviste, qui ne savent pas ce que c'est que le constructivisme. Hem je crois que c'est important de savoir d'où l'on travaille, d'où l'on parle, depuis où je regarde les gens, depuis où j'accompagne les gens. Quelle est la théorie de l'esprit avec laquelle je travaille? Si elle n'est pas conscientisée,
À mon sens, c'est un peu un problème parce que du coup, je vais aller me mettre à critiquer, les psychanalystes et machin, mais comme je disais au début, quoi, depuis un endroit qui n'est pas du tout le même. Donc évidemment que la psychanalyse, ça me paraît délirant, ou évidemment que depuis, le regard hypnotique, la gestalt, c'est complètement déconnant. Mais allez vous former sur d'où vous parlez. C'est quoi votre paradigme? Voilà, ça c'est un conseil que voilà, que j'aime bien donner aussi en formation. Et puis sinon, le, le grand conseil, ça devient mon gimmick en formation, surtout quand j'enseigne sur le cycle 2, mais en fait, dès le début, à n'importe qui, là, où qu'on en soit dans notre parcours, je dirais, faites-vous accompagner, faites-vous superviser. Voilà. Et c'est pas une question d'expertise, c'est pas une question de niveau, c'est pas une, non. C'est, je suis superviseuse, je me fais superviser, je suis thérapeute, je suis en thérapie. Oui, certes, on peut faire des pauses un peu, mais je crois que, il y a besoin de se faire accompagner, superviser. Heu, c'est pas, ouais, c'est pas une question d'expertise, c'est pas une question de, c'est parce que je vais pas assez bien ou non. C'est, on en a tous besoin à mon sens. Voilà. Probablement pour, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, je vais à 100 dans ton sens. Déjà être de l'autre côté du miroir et puis, effectivement presque dans presque une dimension d'entretien ou d'hygiène personnelle quoi, la vie ça avance, il y a plein d'enjeux, puis on peut être facilement exposé à des enjeux forts de chez nos clients. Enfin, voilà, je partage ton point de vue. Je peux même faire une forme de un peu de mea culpa, je sais pas, mais, moi, quand j'ai commencé à me former, comme mon cerveau il capte un peu vite et tout ça, et que j'avais plutôt de la confiance, que je m'étais formé en autodidacte, tu vois, j'ai l'impression de déjà savoir faire en fait. Et donc j'ai cru pendant quelques années que j'avais pas besoin d'être supervisé. Euh, bon, je crois pas avoir fait trop de grosses conneries, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aurais certainement gagné pas mal de temps et j'aurais été bien plus efficace plus tôt si j'avais eu l'humilité d'avoir conscience que en fait, c'est pas une option, c'est pas une question de mon niveau ou quoi que ce soit, euh, ça va avec le métier en fait. Ouais. Oui, oui, c'est, ça me fait penser à l'effet, Dunning-Kruger. Tu Mm. connais ça? Ouais, tout à fait. Là, comment c'est, mince, j'ai plus les termes, en gros, la courbe de l'apprentissage, donc ben, quand tu commences à apprendre, tu te crois savoir tout et être un grand expert, et puis quand tu continues à apprendre, wouah, tu vois en fait l'étendue de tout ce que tu sais pas, et puis tu commences à te dire que tu es complètement nul, et puis après, ça s'équilibre, et donc au début, c'est normal en fait. Je pense qu'on est très nombreux à s'être sentis vraiment un peu dans la toute-puissance au début, et puis après, on se sent complètement nul, et puis non, après, on voit que ben, on n'est pas parfait et qu'on est quand même un expert à notre niveau. Et puis, ben oui, que même en étant des grands experts, on a besoin de se superviser. Moi, le regard que j'ai sur ça, sur la supervision, c'est que c'est pas une question de niveau, et ça, j'espère que certains entendront ce podcast, ne serait-ce que pour ça. Ça me tient à cœur. C'est pas une question de niveau, c'est que c'est une question de positionnement dans l'endroit de l'accompagnement. C'est mon job, quel que soit gestaltiste, hypno ou quoi. Mon job, c'est d'être les pieds, les mains, le nez dedans avec toi, mon client. C'est mon job d'être complètement plongé dedans avec toi. Et le superviseur, c'est génial d'être supervisé parce que lui, son job, c'est d'avoir un regard méta et de pouvoir te dire, mais tiens, regarde, tiens, ça t'as pas vu, mais c'est normal que t'as pas vu, puisque ton job, c'est d'être le nez dedans et d'être supervisé. Ah, mais quel confort! Je peux me permettre d'être le nez dedans, de faire mon job pleinement parce qu'il y a quelqu'un dont le job, c'est d'être en position méta. Donc voilà en quoi c'est pas une question de niveau, c'est une question d'endroit où on se trouve. Et puis, si je peux rajouter juste une petite chose sur le faites-vous accompagner, j'aurais envie de dire faites-vous accompagner par autre chose que la spécialité où vous êtes praticien. Voilà. Quand je vois des praticiens dire oui, oui, je fais quelques séances d'hypnose avec un pote quand il y a un truc qui déconne, j'aurais envie de dire mais lâchez ça et allez voir ailleurs, changez de paradigme, allez vous faire accompagner par d'autres euh, d'autres formes d'accompagnement. Voilà.
Tout à fait d'accord. Je sais pas si j'espère que je suis pas trop gourmand. Ça m'évoque une autre question justement, en termes de formation. Toi, tu as une formation spécifique pour devenir formatrice ou superviseuse? Je dis ça, c'est pas une question piège, il se trouve que je me retrouve un peu à cet endroit-là, même complètement à cet endroit-là. Ça fait 4 ans que j'anime des formations, initiales, chez Génération Formation à Montpellier. Heu Ils m'ont fait l'honneur de me demander de venir. Moi, j'avais un peu d'expérience de formation, mais en entreprise, et je faisais quand même plus des ateliers. Heu, donc voilà, je me suis un peu improvisé formateur, probablement en prenant des différents formateurs, parce que là, pour le coup, j'ai suivi beaucoup de formations. Donc voilà, en piquant à gauche, à droite un peu les manières pédagogiques de transmettre l'apprentissage. Je me retrouve aussi à faire de la supervision, parce que j'ai des demandes de praticiens, je pense avec un peu la visibilité et puis l'expérience. Il y a des gens qui parfois me sollicitent. Euh, et voilà, je suis curieux de savoir, toi, si effectivement tu as suivi un cursus de formation spécifique. Moi, c'est pas encore mon cas, ça fait partie de mon idéal. J'espère arriver à plutôt bien faire mon métier de formateur et de superviseur. Mais je sens et je sais que probablement qu'un peu de cadrage et d'apprentissage formel des enjeux liés à ces métiers-là serait bénéfique pour moi et pour mes stagiaires et les gens que je supervise. Toi, Ouais. tu as fait un Alors parcours hélas, particulier? j'ai pas de ressources à te donner parce que tout simplement parce que pour l'instant, moi, je supervise seulement des hypnos et donc là aussi, j'ai ce regard méta et j'ai une formation, tu vois, de connaître les enjeux transférentiels, contre-transférentiels, d'être formée comme ça, d'être une spécialiste de ça. Ça me permet d'avoir un regard un peu différent du praticien que j'accompagne en hypnose. Donc, pour l'instant, c'est ça mon bagage pour superviser. Et puis le jour où c'est sûr que moi aussi je vais avoir envie de me former à la supervision pour superviser des praticiens de façon plus vaste en fait en gestalt, dans d'autres domaines en fait, hein, pourquoi pas en analyse transactionnelle et tout, où là je me formerai, mais ça va être assez spécifique, c'est que je vais me former en supervision en gestalt. Donc du coup j'ai pas de ressources à te donner euh, voilà, je sais qu'il y a des écoles qui forment à la supervision pour accompagnants, pour psychopraticiens. Et là, j'en ai une en tête et j'ai plus le nom de cette école. Éventuellement, s'il y a des gens qui en font la demande en commentaire, je te donnerai ça et on pourra mettre une ou deux références de formation en supervision. C'est surtout savoir toi comment tu t'étais organisé plutôt que d'avoir si tu as de la ressource, je prends évidemment, mais c'était surtout donc ce que tu dis effectivement, c'est que ta connaissance de la gestalt et du paradigme gestaltiste te permet quand tu reçois en supervision des hypnos d'avoir ce regard gestaltiste du lien, de la posture, des enjeux transférentiels qui donc voilà, te donne Ouais. un équipement pour faire ça. Bah, super, C'est j'ai ça. juste un bug, je suis un peu gêné de finir là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a une petite confusion tout à l'heure sur le côté thérapie brève. Et de fait, d'ailleurs, si tu as l'info, je suis preneur aussi. J'avais entendu, je sais plus où, que la réglementation en France concernant les thérapies brèves, ce sont des accompagnements de moins de 2 ans. Donc j'ai l'impression que toi, tout à l'heure, quand tu as nommé thérapie brève, mais je peux me tromper. En tout cas, j'ai l'impression que la manière que tu as eu d'en parler, c'était presque même pas de parler de thérapie brève, mais de thérapie, si ce n'est instantanée, ou en tout cas de thérapie ultra brève sur une, deux, trois, peut-être 5 séances sur 2 mois. J'en sais rien, tu vois. En tout cas, de la séance unique à 2 ans, voilà, j'ai l'impression que sur des durées raisonnables, c'est-à-dire on n'est pas sur 10 ans, euh, mais voilà, sur des accompagnements de quelques mois à 1 an, à 2 ans, avec l'outil Ouais. de l'hypnose, en thérapie brève, on peut quand même faire un travail sérieux, quoi. Donc voilà, c'était juste pour les gens qui écouté, je voulais être sûr qu'on soit bien au clair sur ces enjeux de terminologie, je dirais. Ouais, ouais, absolument. Alors après, tu parles de réglementation, ça, je sais pas s'il y en a des réglementations autour de ça. Il me semble pas, mais effectivement, je te rejoins complètement. Thérapie brève, ça veut pas dire 2 séances. On peut aller jusqu'à 3 ans en thérapie brève, hein. Moi, je dirais, tu vois, je suis même un peu plus loin que toi, de 2, 3 ans. Et effectivement, il y a énormément de praticiens en Gestalt qui font du travail en 6 mois, en 2 ans, donc ça reste plutôt assez bref, tu vois. Mhm. Moi, si je suis pas orientée thérapie brève, c'est que je me donne tout le temps qu'il faut et qu'il y a il y a mes plus anciens clients, je les accompagne depuis 10 ans et c'est OK pour moi, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Je suis pas orientée thérapie brève dans le sens où je n'exige pas que ça s'arrête au bout de 2 ans et que ça peut durer plus.
notamment chez des gens qui sont quand même très traumatisés, par exemple. Moi, j'adore ça, en fait, accompagner. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'adore accompagner les troubles de la personnalité borderline ou les gros traumas d'attachement, les choses comme ça. Bah, c'est pas 2 ans. Et en tout cas, on a besoin de se donner le temps. Donc, c'était surtout ça, ouais. Super. Mais je suis complètement raccord avec ton regard sur la notion de bref. Bah, écoute, je suis content que ce petit point de détail, sur le vocabulaire, nous ait permis de bien préciser ça parce que, du coup, je pense que c'est vraiment important et puis, je sais pas, un peu intuitivement, j'ai l'impression que ça donne un éclairage, presque par hasard ou par chance, sur ta pratique. Tu vois que tu nous nommes, voilà, ces enjeux, sur lesquels tu aimes bien travailler et sur le fait que tu puisses parfois t'inscrire dans des temporalités très longues, enfin très longues, ouais, si très longues. Heu, bon, ouais, je sais pas comment atterrir ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la justesse et donc c'est chouette. Pauline, c'était une immense joie et un honneur aussi, je sais que tu es quelqu'un d'assez, discrète, sur les réseaux et tout ça, donc je suis très touché que tu aies accepté mon invitation. J'espère vivement que les gens qui nous ont écoutés et observés, ont retiré plein de choses positives, comme c'est l'impression que ça m'a donné. Effectivement, on vous invite, auditrices, auditeurs, n'hésitez pas à commenter, à nous interpeller, je crois que vous avez vu que Pauline et moi sommes plutôt passionné par ce qu'on fait, donc si jamais ça permet d'avoir déjà apporté du contenu et puis d'ouvrir de futurs échanges, en tout cas, moi, je serais vraiment ravi si ça peut avoir joué ce rôle-là et donc merci encore du fond du cœur, Péline. Bah, merci à toi d'avoir pensé à moi, à me donner un peu de visibilité en effet aux endroits où je peux être un peu réservée, de donner de la visibilité à ma pratique chère qui est la gestalt et puis donner visibilité à une femme aussi, tout simplement, dans le milieu de l'hypnose. On en entend quelques-unes et de plus en plus, mais je me réjouis que notamment toi, là, tu donnes la parole à une femme dans ce milieu-là. Donc, merci pour tout ça. Euh, ça résonne très fort, hein. Ça a été même une des idées à la base. Après, je suis assez vigilant parce que voilà, un mec qui donne la parole aux femmes, c'est encore un peu patriarcal d'une certaine manière. Donc, il y a des espèces de mise en abîme comme ça. Mais voilà, donc j'ai essayé de trouver une justesse de faire intervenir aussi des hommes, évidemment. Mais en tout cas, je partage vraiment ton point de vue. En formation, je pense que je n'ai pas fait les stats, mais il doit y avoir 90 ou 95% de femmes qui se forment. J'imagine que du coup, dans les praticiens, praticiennes, les ratios doivent être proches de ça. Par contre, dans les gens qui sont un peu sur le devant de la scène, effectivement, c'est souvent des mecs. Plein de mecs très bien, et en même temps, ça, mécaniquement, c'est-à-dire qu'il y a plein de femmes super bien qu'on n'entend pas assez. Donc, si modestement, aujourd'hui, puis sur d'autres enregistrements, on peut essayer d'équilibrer un peu ça, bah, je suis ravi d'y contribuer. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi, à très bientôt. Bye.